En juin 1973, dans la ville de Besançon, dans l'est de la France, un groupe d'ouvriers de l'usine d'horlogerie Elip découvre par hasard des documents internes laissés par la direction. Ces pages ne contiennent ni plan de développement ni nouvel investissement, mais un plan de restructuration prévoyant des licenciements massifs et la perspective de la fermeture de l'une des usines d'horlogerie les plus célèbres de France. Pour la plupart des entreprises, ce serait la fin. L'usine cesserait ses activités, les machines seraient démantelées et les travailleurs rentreraient chez eux en silence. Mais chez LIP, les choses se passent tout autrement. Les ouvriers décident de cadenasser les portes de l'usine, d'empêcher le déplacement des machines, de mettre à l'abri des dizaines de milliers de montres finies et de prendre une décision sans précédent. Ils dirigeront l'usine eux-mêmes, sans attendre le retour du propriétaire, sans attendre le sauvetage d'un investisseur, ni l'intervention du gouvernement. Ils poursuivent la production, vendent eux-mêmes les produits et utilisent les recettes pour se verser leur propre salaire. Un slogan apparaît rapidement sur les banderoles avant de se propager dans toute la France. On fabrique, on vend, on se paie. Ce n'est pas seulement une grève ou une occupation d'usine. C'est le début de l'une des luttes ouvrières les plus célèbres de l'Europe du XXe siècle et une expérience audacieuse qui pose une question encore débattue aujourd'hui. Si les travailleurs peuvent faire fonctionner une usine entière sans direction, à qui appartient réellement le pouvoir dans une entreprise? Voici l'histoire de LIP, une usine d'horlogerie à Besançon, devenue le symbole du mouvement ouvrier et de l'aspiration à l'autogestion dans l'histoire moderne. Pour comprendre pourquoi la lutte chez LIP a secoué la France et attiré l'attention du monde entier, il faut d'abord revenir à l'histoire de l'usine elle-même. Depuis longtemps, Besançon est considérée comme la capitale de l'horlogerie française. Située près de la frontière suisse, la ville possède une tradition horlogère séculaire. Dès le XVIIIe siècle, les artisans de Besançon sont réputés pour leur technique de mécanique de précision, et au XIXe siècle, l'endroit devient progressivement le plus grand centre de production horlogère de France. Le développement des écoles professionnelles, des ateliers de mécanique et d'un réseau d'entreprises de sous-traitance a fait de Besançon le cœur de l'industrie horlogère française, un rôle similaire à celui de la Suisse pour le marché mondial de la haute horlogerie. C'est dans ce contexte que la société LIP voit le jour en 1867, fondée par Emmanuel Lippmann. D'abord simple atelier de fabrication de composants horlogers à petite échelle, l'entreprise étend rapidement ses activités pour devenir l'une des marques de montres les plus prestigieuses de France. Le nom LIP provient des 3 premières lettres du nom de la famille Lippmann, mais avec le temps, ce nom est devenu le symbole de la qualité et de l'innovation de l'horlogerie française. Au XXe siècle, LIP introduit continuellement de nombreuses innovations techniques et devient l'un des fabricants pionniers en Europe. Les montres LIP sont reconnues pour leur haute précision, leur design moderne et leur capacité à intégrer de nouvelles technologies. La marque a fourni des montres à l'armée, aux institutions étatiques et à de nombreuses personnalités célèbres. L'un des clients les plus notables fut le président Charles de Gaulle, qui utilisait régulièrement une montre LIP comme symbole de l'industrie nationale. À son apogée, l'usine de Besançon employait plus de 1000 salariés, produisait des centaines de milliers de montres par an et faisait la fierté de la ville. Pour de nombreuses familles, travailler chez LIP n'était pas seulement un emploi stable, mais une tradition transmise de génération en génération. La vie de toute une communauté était étroitement liée au bruit des machines dans les ateliers et aux montres portant la mention « Made in France ». Cependant, comme beaucoup d'autres industries traditionnelles en Europe, cet âge d'or ne dura pas éternellement. En quelques années seulement, les changements technologiques et la concurrence féroce sur le marché international ont poussé LIP du statut de symbole national au bord de l'effondrement. Cette crise a non seulement changé le destin d'une entreprise, mais a aussi marqué le début de l'un des conflits sociaux les plus célèbres de l'histoire de France. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, l'industrie horlogère mondiale commence à connaître une transformation sans précédent. Pendant des siècles, les montres mécaniques aux centaines de composants délicats étaient la norme. Les fabricants suisses et français dominaient le marché grâce à leur savoir-faire artisanal, leur précision et leur réputation bâtie sur plusieurs générations. Pourtant, une révolution technologique se préparait silencieusement en Asie, changeant totalement la donne. En 1969, le groupe japonais Seiko présente l'Astron,
la première montre-bracelet au monde utilisant la technologie à quartz produite commercialement. Au lieu de s'appuyer sur un système complexe d'engrenages, de ressorts et d'échappements comme les montres mécaniques traditionnelles, la montre à quartz fonctionne grâce aux vibrations d'un cristal de quartz combiné à un circuit électronique. Cette nouvelle technologie offre une précision supérieure, nécessite moins d'entretien et surtout peut être produite à un coût bien moindre lors d'une fabrication en série. En quelques années, les entreprises japonaises comme Seiko, Citizen et Casio étendent continuellement leur production, proposant des modèles à des prix compétitifs tout en garantissant la qualité. Pendant ce temps, la plupart des fabricants européens maintiennent leur confiance dans l'horlogerie mécanique traditionnelle et réagissent assez lentement au changement du marché. L'avantage technologique bascule progressivement vers le Japon et l'avantage des coûts de production n'appartient plus aux entreprises européennes. En France, la situation devient d'autant plus difficile que les coûts de main-d'œuvre et de production ne cessent d'augmenter. Après les bouleversements sociaux de la fin des années 1960, les salaires, les prestations sociales et les droits des travailleurs se sont considérablement améliorés. C'est une avancée sociale majeure, mais elle accroît également la pression sur les entreprises manufacturières, déjà confrontées à une concurrence internationale acharnée. Les usines aux lignes de production obsolètes, à faible productivité et aux coûts d'exploitation élevés, commencent à perdre leur compétitivité. LEAP n'échappe pas à cette tendance. Malgré une marque prestigieuse et une main-d'œuvre hautement qualifiée, l'entreprise rencontre de plus en plus de difficultés financières. Les ventes chutent, les bénéfices se réduisent, tandis que les coûts de production continuent de grimper. La direction tente à plusieurs reprises de restructurer l'entreprise pour réduire les coûts et restaurer la compétitivité, mais ces mesures ne donnent pas les résultats escomptés. La dette croissante rend l'avenir de l'usine plus précaire que jamais. En 1973, la situation atteint un stade critique. Les discussions sur les réductions d'effectifs et la réduction des activités deviennent de plus en plus fréquentes. Pour la direction, le licenciement est la solution de dernier recours pour sauver l'entreprise. Mais pour les milliers d'ouvriers de Besançon, cela signifie la perte de leurs moyens de subsistance et l'effondrement de toute une communauté liée à l'usine depuis des générations. Personne ne se doutait alors que ces documents sur le plan de restructuration, découverts en juin 1973, allaient devenir l'étincelle déclenchant une confrontation qui ébranlerait la France et ferait du nom de LEAP un symbole du mouvement ouvrier mondial. En juin 1973, les craintes des travailleurs deviennent enfin réalité. Lors d'une réunion du comité d'entreprise, les représentants des salariés découvrent des documents internes préparés par la direction. Ces documents révèlent que l'entreprise prévoit une restructuration à grande échelle, incluant la suppression de centaines d'emplois et la fermeture progressive de l'usine si aucune solution financière n'est trouvée. Pour la direction, c'est une décision économique. Mais pour ceux qui ont passé leur vie à travailler chez LEAP, c'est une condamnation de leur avenir et de celui de la ville de Besançon. La nouvelle se répand dans l'usine en un rien de temps. L'atmosphère passe rapidement de l'inquiétude à l'indignation. De nombreux ouvriers sont convaincus que s'ils quittent l'usine, toutes les machines seront déplacées, les stocks seront liquidés et l'entreprise cessera officiellement ses activités avant que toute négociation ne puisse avoir lieu. Ils prennent alors une décision audacieuse, occuper l'usine pour protéger leur propre lieu de travail. Les portes de l'usine sont contrôlées par les ouvriers eux-mêmes. Les machines et les lignes de production sont protégées pour empêcher tout déménagement. Les montres finies, l'actif le plus précieux restant de l'entreprise, sont également mises à l'abri dans plusieurs lieux secrets afin d'éviter toute saisie ou liquidation. Selon de nombreux documents historiques, le nombre de montres cachées s'élevait à des dizaines de milliers. Elles ne sont pas seulement des marchandises, mais deviennent la seule source financière permettant à la lutte de se poursuivre durant les mois suivants. Cependant, ce qui rend l'affaire LEAP différente n'est pas l'occupation de l'usine. Dans l'histoire du mouvement ouvrier européen, de nombreuses grèves et occupations d'usines ont déjà eu lieu. La particularité de LEAP est que les travailleurs ne veulent pas que l'usine s'arrête. Ils veulent prouver que l'entreprise peut encore fonctionner, même après le départ de la direction. Au lieu de laisser les lignes de production silencieuses, les ouvriers décident de remettre les machines en marche. Les monteurs continuent d'assembler les montres. Le département technique continue d'entretenir les équipements. Ceux qui travaillaient dans la vente et la distribution commencent à chercher des moyens d'acheminer les produits vers les clients
sans passer par le système commercial traditionnel de l'entreprise. Pour la première fois, l'activité entière d'une grande usine est organisée par les travailleurs eux-mêmes. Cette décision ne vise pas seulement à gagner de l'argent pour maintenir la lutte. C'est aussi une déclaration provocatrice envers le patronat et la société française. Les ouvriers de LIP veulent prouver que la valeur d'une entreprise ne réside pas seulement dans le capital investi ou le droit de propriété, mais aussi dans les connaissances, les compétences et la coopération de ceux qui créent directement le produit. À partir de ce moment, la lutte chez LIP n'est plus un simple conflit du travail. Elle devient une expérience historique sur l'autogestion ouvrière et attire rapidement l'attention de toute la France. Dans les jours qui suivent l'occupation de l'usine, une question majeure se pose rapidement. Comment une entreprise de plus de 1000 salariés peut-elle continuer à fonctionner alors que toute la direction est partie? Pour beaucoup à l'extérieur, la réponse semble simple. C'est impossible. Une usine sans dirigeant sombrerait vite dans le chaos. Mais chez LIP, la réalité est tout autre. Dès les premiers jours, les ouvriers commencent à réorganiser toutes les activités de l'usine. Au lieu d'attendre les ordres d'en haut, toutes les décisions importantes sont prises lors d'assemblées générales. Des centaines d'ouvriers discutent ensemble de la marche à suivre, de la protection de l'usine au maintien de la production, en passant par l'utilisation des ressources financières restantes. Ces réunions durent parfois des heures, mais elles deviennent le fondement de chaque décision collective. Pour que le travail soit efficace, plusieurs groupes de travail sont créés. Un groupe est chargé de la sécurité de l'usine et du contrôle des accès pour empêcher le déplacement des machines ou des marchandises. Un groupe s'occupe de la production, veillant à ce que les lignes continuent de tourner. Un autre groupe recherche des clients et organise la vente directe des montres. Il y a aussi des responsables des finances, de la communication et de la liaison avec les syndicats ainsi qu'avec les organisations sociales exprimant leur soutien. Il est remarquable que la plupart de ces tâches incombaient auparavant à l'équipe de direction. Désormais, elles sont accomplies par les ouvriers eux-mêmes. Tous n'ont pas l'expérience de la gestion d'entreprise, mais ils apprennent à se coordonner, à partager l'information et à décider ensemble. Au lieu d'un système de gestion pyramidale basé sur les ordres, l'usine commence à fonctionner sur la base de la coopération et de la responsabilité collective. Pendant ce temps, les lignes de production continuent de tourner. Le bruit des machines résonne toujours dans les ateliers. De nouvelles montres sont toujours assemblées par les mêmes mains qui font ce travail depuis des années. Pour les ouvriers, poursuivre la production n'est pas seulement un moyen de générer un revenu, c'est aussi une façon de prouver que l'usine a encore de la valeur et que les travailleurs sont tout à fait capables d'en maintenir l'activité. L'atmosphère à l'intérieur de LIP est alors très différente d'auparavant. L'usine n'est plus seulement un lieu de travail, elle devient un espace de vie commune pour toute la communauté. Les réunions sont fréquentes, les affiches et banderoles sont peintes directement dans l'atelier, des repas sont préparés pour servir ceux qui restent jour et nuit pour garder l'usine. Les familles de nombreux ouvriers participent également au soutien, transformant la lutte d'une histoire d'entreprise en une histoire de toute la ville de Besançon. C'est dans cette atmosphère que les travailleurs de LIP réalisent progressivement qu'ils ne protègent pas seulement leurs emplois. Ils expérimentent une manière totalement différente de faire fonctionner une entreprise, où le pouvoir de décision n'est plus concentré entre les mains d'un groupe de dirigeants, mais partagé par tous ceux qui créent directement le produit. Cette expérience sera plus tard connue sous le nom de autogestion et deviendra la raison pour laquelle l'affaire LIP a été étudiée dans le monde entier pendant des décennies. Le modèle mis en œuvre par les ouvriers de LIP est appelé le autogestion. Ce n'est pas un concept nouveau apparu en 1973, mais il s'est formé des décennies plus tôt dans la pensée socialiste et le mouvement ouvrier européen. L'idée centrale de l'autogestion est que ceux qui créent directement la richesse ont aussi le droit de participer ou de décider directement de la manière dont l'entreprise est gérée, au lieu que tout le pouvoir soit concentré entre les mains du propriétaire ou de la direction. En France, ce concept a suscité un intérêt particulier après le mouvement de mai 68. Des millions d'étudiants et d'ouvriers étaient alors descendus dans la rue pour exiger des changements profonds dans la société, de l'éducation à la politique en passant par l'environnement de travail. Outre les demandes d'amélioration des salaires et des conditions de travail, beaucoup posaient une question plus vaste. Les travailleurs ne devraient-ils pas avoir leur mot à dire dans la gestion de l'entreprise
à laquelle ils se consacrent chaque jour. Bien que le mouvement de 1968 se soit progressivement apaisé, les débats sur l'autogestion se sont poursuivis. En 1973, l'usine LIP devient l'un des rares endroits où ces idées se transforment en réalité. Chez LIP, l'autogestion n'est pas seulement un slogan politique, mais un modèle opérationnel concret. Les décisions importantes sont votées en assemblée générale ou par des comités élus par les ouvriers eux-mêmes. Chaque département assume une tâche différente, de la production aux finances, de la distribution à la communication. L'information est largement partagée au lieu de rester entre les mains d'un petit groupe de dirigeants. Tout le monde peut participer aux discussions et apporter ses idées avant que les décisions ne soient prises. Le plus grand défi est d'ordre financier. La direction étant partie et le système commercial traditionnel ne fonctionnant plus, l'usine n'a plus d'argent pour payer les salaires. Pour résoudre cette difficulté, les ouvriers décident de vendre directement les montres qu'ils produisent ou qu'ils gardent en stock. Des campagnes de vente sont organisées dans de nombreuses villes de France avec le soutien des syndicats, des organisations sociales et des sympathisants. Les acheteurs ne viennent pas seulement parce qu'ils ont besoin d'une montre, mais aussi pour exprimer leur solidarité avec la lutte des ouvriers de LIP. Les revenus des ventes sont utilisés pour payer les salaires et maintenir l'activité de l'usine. C'est de cette réalité qu'est né le célèbre slogan de LIP « On fabrique, on vend, on se paie ». Ce slogan concis résume tout l'esprit de la lutte. Il affirme que les travailleurs sont non seulement capables de créer un produit, mais aussi d'organiser la production, la distribution et de gérer leurs propres revenus. Cependant, le modèle d'autogestion de LIP révèle aussi rapidement ses limites. Les ouvriers peuvent maintenir la production pendant un certain temps, mais ils restent confrontés aux problèmes auxquels aucune entreprise ne peut échapper. Le besoin de capitaux d'investissement, un réseau de distribution durable, la compétitivité sur le marché international et la pression de la crise de tout le secteur horloger. L'autogestion aide l'usine à survivre, mais elle ne peut résoudre seule les bouleversements économiques à l'échelle mondiale. Pourtant, ce qui rend LIP spécial ne réside pas dans le succès ou l'échec commercial de ce modèle. Sa plus grande valeur est que, pour la première fois dans l'histoire moderne, des milliers de personnes ont vu une usine de grande envergure fonctionner pendant des mois sans presque aucune direction traditionnelle. Cette expérience a changé la façon dont de nombreux universitaires, militants et même gestionnaires perçoivent le rôle des travailleurs dans l'entreprise. Aujourd'hui encore, LIP est cité comme l'un des exemples les plus célèbres au monde de modèles d'autogestion et comme un jalon important dans l'histoire des relations sociales modernes. Alors que la lutte chez LIP entre dans les mois suivants, sa portée dépasse largement l'enceinte de l'usine de Besançon. Ce qui n'était au départ qu'un conflit entre les salariés et la direction devient rapidement le centre d'intérêt de l'opinion publique française. Chaque jour, les journaux rapportent l'histoire de ces ouvriers qui gèrent eux-mêmes une usine d'horlogerie sans patron. Cette histoire suscite à la fois l'étonnement et des débats passionnés sur l'avenir du travail, le droit de propriété et le modèle de gouvernance d'entreprise. Le soutien à LIP s'étend de plus en plus. Les syndicats de toute la France y voient le symbole de la lutte contre les licenciements massifs dans un contexte de crise économique. De nombreuses organisations sociales, partis de gauche, étudiants et mouvements militants participent également à l'élan de solidarité. De nombreux intellectuels, écrivains, artistes et universitaires prennent publiquement position pour soutenir les ouvriers de LIP, affirmant que cette lutte ne vise pas seulement à protéger l'emploi, mais pose aussi des questions fondamentales sur la justice sociale et le droit des travailleurs à participer à la gestion. Les citoyens ordinaires contribuent également à maintenir la lutte de manière très concrète. Beaucoup choisissent d'acheter une montre LIP non seulement pour la qualité du produit, mais parce qu'ils veulent contribuer directement au fond des salaires des ouvriers. Des ventes itinérantes organisées dans de nombreuses villes attirent une foule nombreuse. Chaque montre vendue n'a pas seulement une valeur commerciale, elle devient un symbole de solidarité avec ceux qui tentent de protéger leur usine. Parallèlement, les médias jouent un rôle particulièrement important en faisant de l'affaire LIP une question d'envergure nationale. La presse française suit de près l'évolution de la lutte. Des assemblées ouvrières aux campagnes de vente de montres, en passant par les négociations avec le gouvernement et le patronat.
De nombreuses agences de presse internationales envoient également des reporters à Besançon pour témoigner d'un phénomène rare. Une grande usine continuant de produire sous la direction de ses propres ouvriers. Grâce à l'attention médiatique, le nom de LIP franchit rapidement les frontières de la France et devient un sujet de discussion parmi les universitaires, les syndicats et les mouvements sociaux de nombreux pays. Le point culminant de cette vague de solidarité a lieu le 29 septembre 1973. Des dizaines de milliers de personnes venues de toute la France convergent vers Besançon pour participer à une marche de soutien aux ouvriers de l'IPI. Selon de nombreuses estimations, environ 100 000 personnes sont présentes lors de cet événement, ce qui en fait l'une des plus grandes manifestations de l'histoire de la ville. Les rues sont noires de monde, avec des banderoles, des drapeaux syndicaux et des slogans appelant à la protection de l'emploi et des droits des travailleurs. La marche ne témoigne pas seulement de la solidarité avec l'IP, elle reflète aussi les inquiétudes croissantes de la société française face à la vague de fermeture d'usines et au déclin de l'industrie traditionnelle. Pour le gouvernement français, l'affaire LIP n'est plus un simple conflit social local. La pression de l'opinion publique, des médias et l'ampleur du mouvement de solidarité obligent les dirigeants à s'impliquer dans la recherche d'une solution. La lutte à Besançon est devenue une question politique nationale, dont chaque décision est suivie par tout le pays. Cependant, malgré ce soutien massif de la société, les ouvriers de l'IP restent confrontés à une réalité immuable. La sympathie du public peut créer une pression politique, mais elle ne suffit pas à effacer les difficultés financières et les mutations profondes du marché mondial de l'horlogerie. La bataille pour sauver l'IP est encore loin d'être gagnée. Après des mois de confrontation, de négociations et d'expérimentation du modèle d'autogestion, la crise chez LIP finit par toucher à sa fin. Sous la pression de l'opinion publique et l'intervention du gouvernement, un accord temporaire est établi. Une partie des ouvriers reprend le travail, la production est relancée pour une courte période et beaucoup croient que l'usine a une chance de repartir. Cependant, les difficultés fondamentales n'ont jamais vraiment disparu. La crise de l'horlogerie européenne persiste, la concurrence des fabricants japonais est de plus en plus féroce et la situation financière de l'IP reste extrêmement fragile. Dans les années qui suivent, l'entreprise change plusieurs fois de propriétaire, subit des plans de restructuration et tente de trouver de nouvelles orientations. Bien qu'il y ait eu des périodes de reprise d'activité, l'IP ne retrouve jamais la position que la marque occupait durant son âge d'or. À la fin du XXe siècle, l'échelle de production de l'IP s'est considérablement réduite. L'usine qui faisait autrefois la fierté de Besançon ne joue plus le rôle central qu'elle avait dans l'horlogerie française. Pour beaucoup, cela pourrait être considéré comme un échec. Sur le plan commercial, l'IP n'a pas pu résister aux mutations technologiques, au marché et à l'économie mondiale. Pourtant, si l'on ne regarde que le résultat final de l'entreprise, on passe peut-être à côté de la plus grande signification de cette histoire. Ce qui fait que l'on parle de l'IP depuis plus d'un demi-siècle n'est pas le nombre de montres produites ou le chiffre d'affaires réalisé. Ce qui fait de l'IP un symbole, ce sont les questions que la lutte de 1973 a soulevées. Qui crée la valeur d'une entreprise? Le pouvoir de décision appartient-il seulement aux détenteurs du capital? Ou ceux qui créent directement le produit doivent-ils aussi avoir leur mot à dire? Et lorsqu'une entreprise est en crise, les travailleurs doivent-ils seulement accepter leur sort? Ou peuvent-ils chercher activement une autre voie? L'expérience d'autogestion chez LIP n'a pas apporté un modèle parfait. Elle n'a pas non plus prouvé que toute entreprise peut fonctionner sans direction. Mais elle a prouvé une chose plus importante. Les travailleurs ne sont pas seulement des exécutants d'ordre. Ils sont capables d'organisation, de coopération, de créativité et de maintenir ensemble un système de production dans des circonstances qui semblaient désespérées. Aujourd'hui, l'affaire LIP est toujours enseignée dans les universités, apparaît dans de nombreux travaux de recherche sur l'histoire du travail, la sociologie, la gestion d'entreprise et l'économie politique. Pour les chercheurs, c'est un cas particulier pour comprendre les limites et le potentiel du modèle d'autogestion. Pour le mouvement ouvrier, l'IP c'est le symbole de la solidarité et de la volonté de protéger l'emploi. Quant à l'histoire de France, c'est l'un des événements qui a le mieux reflété les bouleversements économiques et sociaux de l'Europe de la seconde moitié du XXe siècle. Plus de 50 ans ont passé depuis l'été 1973. Le bruit des machines de l'usine LIP ne résonne plus comme avant, mais l'histoire des ouvriers de Besançon continue d'être racontée. Non pas parce qu'ils ont sauvé une entreprise, mais parce qu'ils ont osé faire ce que très peu croyaient possible.
Au moment où ils semblaient tout perdre, ils ont choisi de ne pas abandonner. Ils ont continué à produire, à travailler et à croire que ceux qui créent directement la valeur ont aussi le droit de décider de leur propre avenir. C'est peut-être là le plus grand héritage laissé par LEAP. Pas une montre, mais une question qui garde toute sa valeur aujourd'hui. Lorsqu'une entreprise est au bord de l'effondrement, qu'est-ce qui la maintient réellement en vie, le capital ou les êtres humains qui l'ont bâtie ?